La série noire se poursuit pour Boeing après 2 crashs d'avion et des défaillances techniques à répétition. Revers cuisant pour son vaisseau spatial Starliner. L'appareil ne pourra pas ramener sur Terre les 2 astronautes bloqués à bord de la Station spatiale internationale. La NASA a annoncé qu'elle ferait appel à SpaceX, la société d'Elon Musk. Un nouvel épisode dont le géant américain Boeing se serait bien passé. Bonsoir Gérard Felzer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste aérien et aéronautique, président d'Aviation sans frontières et ancien pilote de ligne. Gérard Felzer, faut-il avoir peur aujourd'hui de voler avec Boeing dans l'espace ou dans les airs? Non, franchement, il n'y a pas plus de risque avec un Boeing qu'avec un Airbus. Ils ont passé une période et un orage très difficile avec le crash de 2 avions du même type à quelques mois d'intervalle. Donc effectivement, on pouvait se poser la question et la FAA, c'est-à-dire l'aviation civile américaine, s'est posé la question alors qu'il coopérait, il laissait faire Boeing avec une confiance absolue parce que c'était une belle boîte pleine d'ingénieurs de talent. Eh bien là, on a commencé à se poser des questions en effet. Mais aujourd'hui, ils sont tellement dans la lunette des contrôleurs administratifs que non, il n'y a pas de risque de prendre plus Boeing qu'Airbus aujourd'hui. Et pour ce qui concerne l'aérospatial, quand même, ce vaisseau spatial Starliner qui échoue à ramener sur Terre 2 astronautes qui sont bloqués jusqu'en février à bord de la Station spatiale internationale. Comment est-ce que c'est possible? Alors, ils devaient rester une semaine. Finalement, ils vont rester 8 mois. 8 mois. Donc, rester 8 jours, ils resteront 8 mois. Voilà, ça fait la douche est un peu dure. Surtout que. Mais comment c'est possible? Alors, c'est possible parce que il y a eu probablement des impasses qui ont été faites involontaires, évidemment. On avait un choix de les laisser partir avec un risque mesuré, minime, mais un risque quand même. Et imaginez, on perd 2 astronautes pour Boeing, c'est une catastrophe absolue. Donc, on surajoute des hypothèses et aussi on évalue les risques. On a dit c'est pas la peine, donc ils font appel à SpaceX, ce qui est une claque par rapport à Boeing qui a participé, on s'en souvient, au programme Apollo. Oui, c'est ça, il y a quand même Boeing a une ils grande avaient une grande culture et puis l'espace, ils s'en sont détachés petit à petit et NASA a fait des appels d'offres. C'est Elon Musk qui a remporté la plupart de ces appels d'offres. Eh bien, voilà, Boeing devra faire sa révolution. Comme elle le fait dans l'aviation, va falloir le faire dans l'espace avec des gros budgets quand même. Et vous le disiez à l'instant, c'est une claque cet épisode pour Boeing, une humiliation aussi, on peut le dire. Oui. C'est très mauvais en tout cas pour l'image du géant américain. Le spatial, ça représente quelle part de son chiffre d'affaires? Alors, on est à peu près à 25 milliards de chiffre d'affaires concernant l'espace et les services, sur un total de 80 milliards. Donc, c'est quand même une place importante. Mais le manque de confiance que ça aura déclenché va faire qu'ils auront des marchés de plus en plus difficilement acceptables. Et donc, le programme Apollo, ça sera quelqu'un bis, puisqu'on va retourner sur la Lune, peut-être sur Mars. Il va falloir qu'il y ait une révolution, qu'on se réapproprie une culture du spatial, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour Boeing. Le vaisseau Starliner, il a un avenir encore, selon vous? Eh ben, on se pose la question en ce moment. Je crois que tout le monde travaille là-dessus. Vous vous souvenez quand, peut-être pas, parce que vous n'étiez pas né probablement, Apollo 13, quand ils sont tombés, il y a des bouteilles d'hydrogène qui ont explosé. Ils ont été obligés de faire le tour de la Lune. Il y avait 7000 ingénieurs de la NASA et de Boeing pour essayer de résoudre ces problèmes. Ils l'ont résolu, d'ailleurs, ils l'ont ramené vivant. Donc, ils avaient cette expérience qu'ils ont perdue aujourd'hui. Espérons qu'ils vont la reprendre parce qu'il y a quand même de belles compétences. Belles compétences, mais en tout cas, il y a ces mésaventures à répétition. Rien que cette année, et là je parle du domaine de l'aviation civile, Boeing a dû suspendre les tests en vol de son long courrier 777X. Des micro-fissures ont été découvertes sur une pièce qui relie le moteur à l'appareil, donc c'est quand même assez embêtant. Et puis problème également sur les sièges des pilotes des Boeing 787 en mars dernier. Un des avions a brutalement perdu de l'altitude en plein vol. Une 50aine de passagers ont été blessés. Je vous propose qu'on écoute ces témoignages et on commente juste après. L'avion a chuté très soudainement, sans prévenir. Tout le monde s'est mis à crier et à pleurer.
Les gens ont été éjectés de leur siège. Du sang coulait sur le visage des gens. Lorsque l'avion a brusquement chuté, j'ai vu une femme avec un bébé percuter le plafond. Tout a volé, tout s'est cassé. À l'arrière, il y avait aussi du sang. C'était une expérience très intense. Oui, ce fut très dur, très dur. J'ai vu des gens voler. Ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Les personnes qui se trouvaient dans les toilettes ont heurté le plafond, tout comme le personnel de cabine. Il y avait beaucoup de blessés. Gérard Felzer, à qui revient concrètement la responsabilité de toutes ces défaillances? Est-ce que c'est un problème qui se joue au niveau de la production, de la fabrication de ces appareils ou au niveau du contrôle de qualité? Alors, ça en fait partie. Il y a la conception, déjà. Il y a des erreurs de conception. On l'a vu sur le Boeing 737. On voulait rattraper le retard. Le problème, c'est l'argent là-dedans. C'est que quand Airbus a sorti son Neo, le 320 Neo, avec des nouveaux moteurs très performants, les Américains ont dit « Bon, nous, on est sur d'autres avions, on n'a pas le temps. » Puis quand ils ont vu qu'Airbus avait 6000 commandes, ils se sont dit « On va rattraper le retard. » Pourquoi? Parce que avant, il y a encore 10-15 ans, c'était une boîte d'ingénieurs, Boeing. Aujourd'hui, c'est une boîte de financiers. D'ailleurs, ils ont déménagé à Chicago pour ça. Et le pouvoir a été pris par les financiers en disant aux ingénieurs, sortez-moi le concurrent rapidement. Du coup, il y a eu des impasses qui se sont faites. Voilà, donc, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est intéressant et c'est grave. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui au sein de Boeing peut-être une culture du bénéfice qui prend le pas sur les questions de sécurité. Ils sont tenus par leurs actionnaires pour pouvoir rendre leur investissement rapidement. Mais ça a permis aussi une grande révolution. On a viré la plupart des hauts cadres, y compris le PDG, par des nouveaux qui se sont rapprochés des usines de fabrication. Donc on revient à ce qu'était Boeing pendant un certain nombre d'années, à une boîte d'ingénieurs qui fabrique de beaux avions. Qui fabrique de beaux avions. On a quand même vu aussi, et ça c'était, les images ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, en janvier, la porte d'un Boeing de la compagnie Alaska Airlines qui s'est détaché en plein vol. Oui. Comment se fait-il, question peut-être bête, mais que finalement on n'est pas tout simplement interdit aux avions de Boeing de voler après tous ces accidents? C'est vrai, alors il y a une habitude qui a été prise par les constructeurs, mais notamment Boeing, c'est la sous-traitance. Donc on sous-traite un maximum de choses, dont cette porte de secours, et on s'est aperçu qu'il manquait des boulons, que les trous étaient mal faits, etc. En fait, le coupable de tout ça, c'est quand même le contrôle qualité, et ce contrôle qualité doit être fait par Boeing et aussi par les autorités. Donc, il y a eu un manquement et ils ont raté une marche, et c'est dommageable pour Boeing, mais pour l'ensemble du transport aérien aussi. Puis la concurrence arrive, donc ça arrive au pire moment pour Boeing. Et en même temps, on a quand même ce sentiment que Boeing n'a pas tiré de leçons des crashs survenus en 2018 et 2019, des crashs qui, au total, ont fait 346 morts. Comment est-ce que tous ces accidents, tous ces dysfonctionnements, ils sont vécus en interne chez Boeing? Encore une fois, ce sont des étapes qui ont été franchies allègrement, avec des impasses qui ont été faites volontairement ou involontairement. D'ailleurs, il y a des gros doutes sur les lanceurs d'alerte qui ont prévenu en disant attention, il y a des impasses qui sont faites, qui sont inadmissibles. Quand les financiers ont dit faites le concurrent d'Airbus rapidement avec le 737, on va faire les nouveaux moteurs, les moteurs qu'emploie Airbus, justement, les Neo de Safran, eh bien, il a fallu les avancer parce que ça passait pas, il n'y avait pas la garde au sol. Et pour compenser le déséquilibre de l'avion, on a mis de l'ordinateur, on a mis de l'informatique sans que les pilotes soient au courant. Résultat, eh ben, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, ils ne savaient pas du tout comment aborder cette procédure de secours. Donc, on a été trop vite, pour une fois. Trop vite. En tout cas, en juin dernier, l'ancien patron de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu, lui, justement, la gravité de la situation devant une commission d'enquête du Sénat américain. Il s'est adressé, vous allez le voir, directement aux proches des victimes de ces crashs de 2018 et 2019. On l'écoute et on se retrouve juste après. Je voudrais m'excuser au nom de tous les employés de Boeing à travers le monde, passés et présents, pour vos pertes. C'est un véritable déchirement. Je m'excuse pour le chagrin que nous avons causé. Et je veux que vous sachiez que nous sommes totalement mobilisés en leur mémoire à travailler et à nous concentrer sur la sécurité aussi longtemps que nous serons employés par Boeing. Encore une fois, je suis désolé. Gérard Felzer, voilà, on les a entendus, ces excuses. Vous, d'abord, vous croyez en la sincérité de ces excuses? Elle arrive un peu tard, mais j'y crois. Maintenant, on peut se poser la question de savoir quel est l'avenir de Boeing, tout simplement, parce que là, on voit qu'il y a un vent de panique malgré tout. Alors, ils ont quand même 58% de leur chiffre d'affaires qui est pour la défense.
la défense et les services associés à la défense. Il n'y a pas eu d'affaire de dysfonctionnement dans la défense, ou en tout cas, on n'en a pas publiquement entendu parler. Là, c'est secret militaire, donc c'est quand même plus facile. Et donc, je ne suis pas très inquiet parce que là, c'est devenu une affaire politique pour le coup. Boeing est le premier exportateur des États-Unis vers l'étranger, donc on ne les laissera pas tomber, à mon avis. Et puis, ils ont cette réserve sur la défense qui peut surévaluer ou surfacturer, qui leur permet d'exister. Il y a eu des grands procès entre Airbus et Boeing, chacun accusant l'autre d'être subventionné, directement ou indirectement par la défense. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair, mais ils vont rebondir probablement. Alors le problème, ça va être les actionnaires qui réclament toujours plus de rentrées financières. Il va falloir qu'un jour, ils se posent la question en disant « Attendez un peu, soyez patients, on va vers un nouvel avion qu'on voudrait beaucoup plus vertueux, moins émissions de CO2 et puis moins de bruit. » C'est ce qui va probablement se faire. Et Boeing ou Airbus ou d'autres pourront ramasser la mise à partir du moment où il y aura cette rupture technologique qu'on attend toujours et qui ne vient pas encore. Et donc, si on vous suit, a priori, pas de disparition en perspective pour Boeing. Je voudrais qu'on revienne sur ce monsieur qu'on a entendu, Dave Calhoun, l'ancien patron de Boeing. Est-ce qu'il doit être porté responsable au pénal? Comment ça se passe justement dans le secteur aérien lorsque des dysfonctionnements sont pointés, dénoncés, avérés? Est-ce que les patrons qui, à l'époque de ces dysfonctionnements, étaient en poste sont portés responsables devant la justice? Oui, alors en fait, ils ont plaidé coupables. C'est une procédure américaine. Ça leur a coûté 2 milliards de dollars et ça permet d'éviter le pénal. Mais aujourd'hui, ça prend une telle importance qu'ils risquent d'aller au pénal. C'est ce qu'on va savoir dans quelques semaines. Vous avez aussi beaucoup parlé des actionnaires. Est-ce que eux sont dans le viseur de la justice aussi? Parce qu'on a le sentiment que la pression, en tout cas pression financière, vient beaucoup de leur côté. On ne peut pas accuser un actionnaire d'aller mettre un petit peu d'argent pour la recherche et le développement dans un produit qu'on croit. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Mais en plus, ils ont mis une pression, comme vous dites, assez difficile à tenir. Pour pouvoir innover, il faut faire des bénéfices. Pour faire des bénéfices, il faut vendre. Et pour vendre, il faut faire de nouveaux avions. C'est ce qu'ils ont tenté de faire. Ils ont raté une marche. En tout cas, Boeing s'est choisi fin juillet un nouveau PDG, c'est Kelly Ortberg. Oui. Il a pris ses fonctions début août. Selon vous, cette nomination, qu'est-ce qu'elle peut changer? Est-ce qu'il peut vraiment redresser la barre, en particulier sur ces questions sécuritaires? D'abord, il s'est rapproché de son personnel, et notamment de son personnel sur la recherche et le développement. Donc, il a réuni ses ingénieurs en disant, bon, on arrête de jouer, on va vers les fondamentaux, c'est la sécurité. C'est ce qui nous a guidés, dit-il, depuis des dizaines d'années. Ça doit continuer aujourd'hui. On doit prendre le pas sur les investissements et sur les investisseurs par rapport à la confiance qu'on peut établir, parce que ça a pris un coup, une chute valeur boursière. Donc là aussi, ils en vivent. Donc il va falloir redonner confiance, avoir une valeur boursière qui leur permet d'investir à nouveau dans un avion nouveau. La qualité de production sera, j'imagine, l'un de ces dossiers prioritaires? Oui, absolument. Et on a vu que là, il y a des initiatives. On a parlé du 777, du Boeing 777. C'est un avion qui a des ailes rabattables pour gagner de la place sur les aéroports. C'est assez innovant. On n'a pas fini d'en voir des nouvelles. Et puis, par contre, ils ne sont pas assis dans une confiance à 100% parce que les concurrents arrivent, comme les Chinois avec Comac, le C919, et puis les Brésiliens avec Embraer. On n'en est pas encore là, mais ça pointe son nez, notamment sur les monocouloirs, sur les courts et moyens courriers. Et Airbus vient de se faire certifier son nouvel avion qui va faire du bruit. C'est le long range, 10 000 km d'autonomie au moins, sur des 320. C'était des avions qui étaient prévus pour le moyen courrier auparavant. Et pour résumer et pour conclure, Gérard Felzer, les défis, quels sont les défis justement qui attendent ce nouveau patron de Boeing, à la fois sur les volets aviation civile, défense et aérospatiale? Alors, innover avec de la sécurité. Là, il y a le secteur militaire qui permet d'avoir un laboratoire volant, en quelque sorte. Il y a des échecs, mais ils sont admis. Et aujourd'hui, sur les moteurs, Safran a sorti un formidable moteur, mais on va se poser la question rapidement, hydrogène, batterie, électrique ou pas, ou Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire un carburant de synthèse qui va permettre d'être beaucoup plus vertueux, parce que le transport aérien est remis en cause par le FlixCam que vous avez connu, qui est la culpabilité de prendre l'avion.
Merci beaucoup, Gérard Felzer, spécialiste aérien et aéronautique. Je rappelle que vous êtes président d'Aviation sans frontières et ancien pilote de ligne. Merci d'avoir répondu à nos questions.